Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, correction de brevet, deuxième sujet que je corrige. Cette fois-ci, bon, j'avais pas le sujet sur moi, je ne vais pas faire des allers-retours, donc je vous le projette au tableau directement. En plus, ça m'évitera de faire un peu de montage, je ne vais pas vous mentir, ça ne me fait pas de mal. Ce sera peut-être moins agréable pour vous pour peut-être regarder au tableau quand je vais écrire. Bon, on verra si à la vidéo, au montage, ça se lit bien. Alors, c'est le sujet Nouvelle-Calédonie 2022. On a principalement de la chimie. Bon, bah, ça tombe aussi, hein, normal, hein, physique et chimie, non, évidemment. Il peut y avoir des connaissances de 4e et de 5e qui tombent, hein, c'est tout à fait possible. Bon, vous inquiétez pas, les trois quarts du temps, normalement, votre prof aura traité tout ce qui se sera passé, tout ce qui peut se passer généralement au brevet. Alors, toujours pareil, on a 30 minutes pour la faire. Bon, si tout va bien, on fait ça en 20 minutes et puis vous allez voir, sans trop se poser de questions. Je vais répondre à certaines questions à l'oral puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, il faudrait le temps d'écrire le jour J. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On nous parle, document 1, d'acidification des océans. Là, il y a deux possibilités. Hein, mince, excusez-moi, donc oui, je mets le début du sujet quand même. Donc de quoi on nous parle? Soit vous commencez dès le début à lire les questions et puis ensuite vous lisez les textes, soit vous faites un petit peu comme ça vient, vous lisez le texte. Généralement, c'est très rassurant le jour J de commencer par le début. Donc faisons évidemment ce qui vous rassurera le plus. Depuis plus de 260 ans, avec le début de la révolution industrielle, les activités humaines n'ont cessé d'augmenter, entraînant la production et le rejet massif de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bon, j'ose espérer que ça aujourd'hui c'est quelque chose qui ne pose plus de problème, vu à quel point on en parle tous les jours. La production d'électricité est la première cause d'émission de gaz à effet de serre, oui, parce que c'est grâce à du charbon la plupart du temps que l'électricité est produite. Parmi ces derniers, c'est le dioxyde de carbone qui est le plus produit, notamment lors de la combustion des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon. L'augmentation des concentrations atmosphériques en CO2 est responsable d'importants changements climatiques. Outre le réchauffement climatique, il n'y a effectivement pas que ça, il y a aussi l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui provoque une acidification des océans. Et donc évidemment, c'est ce qu'on va étudier là maintenant. Alors, de quoi on nous parle? On nous dit question 1. Donner la cause principale de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'après le texte d'introduction ci-dessus. Bon, c'est terminé, ça, il n'y a rien de spécial. Hein. Eh bien, la cause principale, donc on fait une phrase évidemment, la cause principale de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est, c'est marqué là, en gros, la production d'électricité suite, c'est marqué où? À la combustion des ressources fossiles. Donc comme on produit beaucoup d'énergie électrique grâce à la combustion du charbon et que la combustion produit beaucoup de CO2, puisque je vous rappelle, une combustion, ça s'écrit combustible plus comburant donne CO2 plus H2O, donc il y a du CO2 dans la production. J'ai donc du coup l'augmentation du taux de CO2 suite à la combustion de ces ressources. Voilà. Donner 3 conséquences de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, toujours d'après le texte d'introduction. Première conséquence, augmentation des températures. Réchauffement climatique, puisque si vous augmentez l'effet de serre, le rôle d'une serre, vous connaissez pour les légumes, c'est de permettre d'avoir une bonne température pour qu'ils puissent pousser même en hiver. Et bien, si vous augmentez les gaz à effet de serre, vous augmentez l'effet de serre sur Terre, vous augmentez les températures. Ça, c'est le premier. De toute façon, même sans avoir à lire le texte, vous le saviez déjà, je pense. Deuxième problème, l'augmentation est responsable d'importants changements climatiques. Ça, on a déjà dit. L'augmentation, on a dit l'acidification des océans. Donc ça augmente l'acidité dans les océans parce qu'en fait le CO2 va acidifier l'océan qui va faire du coup diminuer le pH et rendre l'océan plus acide. Quel problème ça pose pour les animaux, les fruits de mer, les crustacés qui ont une coquille? Cette coquille, comme elle est en calcaire, elle se fait grignoter par l'acide. N'hésitez pas, un jour faites l'expérience si vous avez l'occasion. Vous prenez du bicarbonate de soude et du vinaigre et vous voyez à peu près ce qui se passe quand vous avez de l'acide qui vient croiser la route d'un coquillage. Sinon, en fait, en réalité, c'est le calcaire avec du vinaigre, ça marche très bien. Le calcaire pour les bouilloires, par exemple, des choses comme ça. Et le troisième, modifie la croissance des végétaux. Donc, modifier la croissance des végétaux, a priori, c'est plutôt c'est défavorable pour les bons végétaux et c'est favorable pour les mauvais végétaux, même si bien sûr il n'y a pas de mauvais végétaux, d'accord? C'est l'homme qui décide de ça. Et donc voilà, on a les trois conséquences. Ça fait déjà 4 points en 3 minutes. Bon là j'ai parlé longtemps, bien évidemment vous auriez déjà fini d'écrire. Ensuite, on nous donne du coup le document numéro 1, acidification des océans. Le dioxyde de carbone réagit avec l'eau suivant la transformation chimique suivante. CO2 plus H2O donne HCO3 moins plus H+. Petit réflexe que vous devez avoir, est-ce que cette équation est équilibrée? Juste comme ça, on se pose la question rapidement. Un carbone,
2 oxygènes plus 1 oxygène, ça fait 3 oxygènes, O3, 3 oxygènes. 2 hydrogènes, 1, 2 hydrogènes, c'est bon, c'est gagné. Au niveau des charges, 1 moins pour 1 plus, ça fait donc 0. Et si je n'avais pas de charge, 0, c'est bon, c'est équilibré. Bon, on nous posera certainement la question peut-être plus tard. L'augmentation du taux de CO2 sur Terre entraîne donc à son tour une augmentation de la concentration en ion hydrogène H+. Je vous rappelle, ça c'est au programme aussi. L'acidité dépend de la quantité d'ion H+, ou H3O+, peu importe comment on vous l'appelle, H+, ou H3O+, dans un milieu. Cette augmentation est responsable d'une modification du pH de l'eau de mer. L'eau de mer devient plus acide, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Avant que ça arrive, la valeur du pH moyen des océans était de 8,2. Cochez la bonne proposition. Si j'augmente la quantité de CO2, à l'avenir, est-ce que le pH va diminuer, être égal ou augmenter? Normalement, vous le savez, plus un produit est acide, plus son pH va tendre vers 1. Et bien donc, du coup, le pH va donc diminuer. Il va passer à moins de 8,2. Voilà, terminé. Ça, c'est 4 points. Ah, c'est pas fini peut-être. Justifier la réponse, oui. Excusez-moi. On justifie la réponse. Je viens de vous la justifier, par exemple. Plus on augmente, parce qu'un acide, plus je serai acide, plus je suis acide, plus mon pH va diminuer et tendre vers 1. Donc évidemment, si j'augmente la quantité de CO2 qui acidifie l'océan, eh bien je vais avoir un pH qui diminue. Le matériel qui permet de mesurer l'acidité d'une solution est thermomètre. Non, thermomètre, ça mesure une température. Dynamomètre, ça mesure des forces. Papier pH, bon ça va, je pense que vous avez compris. Hein. pH, donc bah oui, ça marche. Papier pH, voltmètre, il se trouve que oui, en fait, une sonde de pH électrique, ça marche comme un voltmètre. Bon, on va dire que vous n'êtes pas censé le savoir, donc on enlève. Donc c'est bien sûr le papier pH qui sert à ça. On vient d'attraper 4 points grâce à ça. Hein. Rédiger le protocole simple de l'expérience à réaliser pour mesurer le pH d'un échantillon d'eau de mer. Alors, quand vous rédigez des protocoles, s'il vous plaît, ne racontez pas votre vie. Racontez ça par étapes successives. C'est-à-dire, petit 1, petit trait, comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Moi, j'aime bien faire petit 1 comme ça. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Petit 1, et bien du coup, prélever un échantillon, je vais mettre H, prélever un échantillon d'eau de mer, alors peu importe, dans un bécher. Voilà. Deuxième étape du protocole. Une fois que j'ai ça, du coup, eh bien, placer un morceau de papier pH dans l'eau. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, et bien du coup, comparer. Je rappelle, le papier pH va changer de couleur en fonction de l'acidité. Plus il sera rouge, plus ce sera acide. Plus il sera vert-bleu, plus ce sera basique. Comparer du coup la couleur à la roue. La roue qui est marquée, la roue qui est donnée avec le papier pH pour en déduire le pH. Voilà un petit protocole très simple. Pas besoin de s'embêter plus à je vais chercher une pipette pour pipeter de l'eau de mer dans un bécher que ensuite je remets dans un porte-gouttes. Non, d'accord, on fait simple. Il y a marqué en plus un protocole simple et il souligne. Donc vraiment, on doit faire le plus simple possible. Et boum, 5 points de plus. Donc 5 plus 4, on est déjà à 9 points. Vous voyez, ça va vite, hein, les points. Très facile en plus. Ensuite, il semblerait qu'on passe sur quelque chose de complètement différent. Pour tenter de limiter sa production de gaz à effet de serre et ainsi essayer de réduire son impact sur l'environnement, l'homme cherche depuis quelques décennies à produire son énergie électrique de manière plus propre et pérenne en exploitant davantage les sources d'énergie renouvelables. Je rappelle que la notion d'énergie renouvelable, ce n'est pas du tout quelque chose de cohérent puisque je rappelle que l'énergie dans l'univers se conserve, donc elle reste constante. Une énergie n'est jamais renouvelable. Évidemment, on parle de renouvelable quand elle est disponible sur un très long terme pour un être humain, par exemple. Donc oui, pendant encore des milliards d'années, il y aura le cycle de l'eau, donc il y aura des retenues d'eau possibles, donc les barrages seront possibles. Oui, il y aura toujours le soleil, donc il y aura toujours du vent, donc il y aura toujours du chaud, du froid, donc des courants, donc on pourra se servir de l'énergie marémotrice, par exemple. Bon, voilà pour le principe. Et pour les marées, il y a l'effet du soleil et de la lune, donc oui, il y aura toujours le soleil, il y aura toujours la lune, et puisqu'il y a des rotations, il y aura toujours aussi des marées. Bon, ok. Il dispose de nombreuses technologies bien connues, comme les éoliennes, les centrales hydroélectriques de lac, les panneaux photovoltaïques, et d'autres moins répandues, comme les centrales marémotrices. Une centrale marémotrice exploite l'énergie issue des marées dans des zones littorales qui présentent un marnage important. Quoi ça cause ? On ne sait pas trop, mais ce n'est pas grave, ça risque d'être expliqué à un moment donné. Marnage, grande différence de niveau entre la marée haute et la marée basse. Oui, parce que si en fait j'ai pas un grand mouvement d'eau, en fait ma turbine ne va quasiment pas tourner, ça ne rapporte pas d'énergie.
Donc il faut que j'ai un grand mouvement d'eau, donc un grand volume d'eau qui se déplace. Comme ça, je récupère plus d'énergie. À l'image de ce qui se passe dans une éolienne, une centrale marémotrice se compose d'une turbine mise en rotation par le mouvement de l'eau. Donc c'est parce que l'eau se retire que ça fait tourner la turbine. Et en faisant tourner la turbine, ça produit de l'énergie électrique. Un alternateur entraîné par la turbine produit un courant électrique transformé ensuite en courant alternatif. Voilà. Complétez le diagramme énergétique d'une centrale marémotrice ci-dessous en choisissant parmi les propositions suivantes: vent, énergie électrique, eau, énergie nucléaire, soleil, énergie thermique, énergie mécanique. Bon, c'est parti. Alors, de quoi a besoin la centrale marémotrice pour fonctionner? Il faut la placer dans l'eau. Donc, elle va avoir besoin d'eau. Donc, c'est-à-dire ici, je vais avoir un système qui me dit de l'eau. Cette eau va m'apporter de l'énergie. Quelle énergie? C'est le mouvement de cette eau qui m'apporte de l'énergie. Et qui dit mouvement dit énergie mécanique. Éventuellement, énergie cinétique si ça avait été proposé, parce que c'est le mouvement, donc c'est l'énergie due à la vitesse, donc c'est l'énergie cinétique. Énergie mécanique, donc là je mets mécanique. La centrale marémotrice, comme son nom l'indique, c'est pas son nom, mais comme son objectif l'indiquait, et son but est de produire de l'électricité, donc de l'énergie électrique qui est marquée ici. Voilà, donc elle produit de l'énergie électrique et elle produit aussi, n'oublions pas, comme toute centrale, elle va produire un petit peu de déchets, elle n'est pas à 100% rentable. C'est l'efficacité d'un moteur, quelconque soit-il. L'efficacité d'une transformation énergétique n'est jamais de 100%, sauf dans un seul cas, quand votre but est de chauffer un système. Alors là, dans ce cas-là, ça a son sens, très bien faire. Mais par défaut, effectivement, vous avez toujours ce qu'on appelle des pertes thermiques, de l'élévation de température du milieu. En faisant tourner la turbine, ça fait chauffer un petit peu l'eau. Il faut y penser. Et donc, du coup, je vais avoir de l'énergie thermique. Le transfert d'énergie pour la transformer en énergie électrique dans l'alternateur, ça fait chauffer aussi l'alternateur. Bon, bonne nouvelle, on est dans l'eau. Donc, en fait, ça refroidit assez facilement. Donc, attention. Tout n'est pas parfait, je ne suis pas directement de mécanique électrique. N'oubliez pas qu'il y a toujours généralement de l'énergie thermique qui est produite quelque part. C'est assez rare qu'il n'y en ait pas. Diagramme énergétique, point essentiel au brevet. Vous voyez, il faut savoir le faire. Vous n'avez pas besoin de connaître par cœur toutes les énergies, par contre, vous voyez, parce qu'elles sont données. Par contre, vous voyez quand même, il faut savoir de quoi ça cause. Celui qui ne sait pas ce qu'est l'énergie thermique ou mécanique, il va avoir des difficultés pour ce genre de questions-là. Donc on fait attention. Voilà pour ça. Et donc ça, c'est combien de points? On vient d'attraper 4 points de plus là. Ensuite, on commence à arriver un petit peu vers la fin de notre sujet. Donc, vous voyez quand même beaucoup de lectures, beaucoup de documents et des trucs très variés. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ils aiment bien rester dans un domaine particulier de la physique. Là, quand même, on est passé donc de la chimie à l'énergie, de l'énergie ici visiblement à la gravitation. Donc, c'est quelque chose quand même c'est un bon sujet là. La marée est un phénomène naturel au cours duquel le niveau d'eau en mer monte puis descend de façon répétitive. Il s'agit d'un phénomène physique dû aux forces d'attraction exercées par la Lune et le Soleil conjugué au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Donc, puisque la Terre tourne et puisque j'ai la Lune, alors il y a le Soleil aussi, mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis, bon, c'est pas grave, puisque la Terre est attirée par la Lune, quand même, il ne faut pas l'oublier, la Lune attire la Terre. Et donc la Terre attire la Lune, mais la Lune attire aussi la Terre. Et si elle attire la Terre, elle attire les masses d'eau. Donc si elle attire l'eau, du coup, elle va créer une marée haute de ce côté-là quand la Lune sera de ce côté-là. Et évidemment, sur ces côtés-là, ce qu'on vous précise, c'est que dans ce cas-là, vous aurez des marées basses. Et là, on vous précise qu'à cause de l'effet de rotation de la Terre, vous aurez aussi une marée haute du côté gauche de la Terre. Donc la Lune va attirer des masses d'eau vers elle pour augmenter le niveau d'eau sur ces endroits-là, bien évidemment au détriment des pôles où cette fois-ci j'aurai une diminution du niveau de l'eau, donc j'aurai marée basse. La quantité d'eau, bien sûr, suite aux marées, ne change jamais, qu'on soit bien d'accord. La quantité d'eau sur Terre est toujours la même. Bon voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Cochez une seule bonne proposition dans chaque cas. La force gravitationnelle entre la Terre et la Lune est une action à distance. Évidemment, est-ce qu'elles sont en contact? Je pense que c'est évident que non. La force gravitationnelle entre la Terre et la Lune est une force. Attractive, répulsive ou nulle? Nulle, ce serait bizarre. Répulsive, c'est que ça se repousse. Non, au contraire, ça s'attire. Attractive. Une force gravitationnelle est toujours attractive. La force gravitationnelle Terre-Lune s'exprime en joules, kilogrammes, newton, ampères. Qui dit force dit Newton. Attention, joule c'est pour l'énergie, kilogramme c'est pour des masses, ampère c'est pour des intensités. Rien à voir. L'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune peut être représentée ainsi, soit là, soit là, soit là.
Je rappelle qu'on a des forces attractives, donc évidemment, je vais avoir ce schéma-là qui est le bon. J'ai bien la Lune qui est attirée par la Terre qui est attirée par la Lune. Petit aparté, soit dit en passant, cette force-là, c'est la force qui est exercée sur la Terre par la Lune. Donc on la notera la force de la Lune sur la Terre. Oups, sur la Terre. Le slash, il veut dire sur. Force de la Lune sur la Terre. Au cas où ce serait demandé, on ne sait jamais. Ces forces-là n'ont vraiment rien à voir. Et ça, c'est évidemment si c'était répulsif. Ce ne l'est pas. Là, on vient d'attraper 4 points de plus. Voilà, il en reste plus que 4 pour avoir 20 sur 20 et c'est parti. On me rappelle la force de la valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Grand G, c'est une constante, c'est la constante de gravitation universelle, on vous la donne. Attention avec des puissances de 10, donc il faut maîtriser un petit peu. La masse de la Terre fois la masse de la Lune divisée par la distance qui les sépare au carré. Ok, c'est parti. Calculer la valeur de la force gravitationnelle entre les deux. En précisant le calcul et en précisant l'unité. C'est parti. Et donc, je vais avoir F égale, je remplace, grand G, 6,67 fois 10 puissance moins 11, que je multiplie par la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24, multiplié par la masse de la Lune, 7,36 fois 10 puissance 22, que je divise par la distance entre les deux. Attention, elle doit être en mètres absolument, ils sont gentils, ils vous l'ont donné directement, ils auraient pu mettre ça en kilomètres, il aurait fallu convertir en mètres, faites gaffe. 3,84 fois 10 puissance 8, le tout au carré. Quand c'est comme ça, je vous conseille, vous de votre côté, surtout si vous avez un petit peu de temps, faites-le. Ne mettez pas ça directement dans votre calculatrice, vous avez une calculatrice collège, c'est souvent l'occasion de faire beaucoup d'erreurs. Pour éviter les erreurs, on va traiter séparément la partie décimale de la partie en puissance. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je remonte comment on fait. Les parties décimales, c'est ça, ça, ça et ça. Attention, il y a le carré qui va influer dessus. Donc je vais avoir 6,67 fois 5,97 fois 7,36, le tout divisé par 3,84 au carré. Ça, votre calculatrice, vous êtes capable de le faire facilement. Ça fois ça, égale, je divise par 3,84 que je mets au carré, c'est terminé. N'oubliez pas, le carré, bien sûr, est que au dénominateur. Et je multiplie par les puissances de 10. Et ça, on va le faire de tête parce que c'est très facile à faire. 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 24 fois 10 puissance 22 divisé par 10 puissance 8 au carré. Attention, on n'oublie pas, le carré, il était et pour lui et pour lui. Je rappelle, quand on a des multiplications de puissance de 10, on additionne les puissances. Quand on a des divisions, on soustrait. Quand on a des puissances de puissance, on multiplie. Donc là, je vais avoir moins 11 plus 24. Si vous voulez, je vous le dis autrement. Si vous avez peur de choses comme ça, moins 11 plus, vous faites 24 plus moins 11. Oui, mais 24 plus moins 11, ça fait 24 moins 11. 24 moins 11, ça fait donc du coup 13. 13 plus 22, ça fait 35. 13 plus 22, 35. 35, donc ça fait 10 puissance 35, c'est ça. 10 puissance 35 divisé par 10 puissance 8 au carré. Attention, ce n'est pas 8 fois 8 qu'il faut faire, c'est 8 fois 2 là. Puissance de puissance, on multiplie. Parce que ça revient à faire en fait 10 puissance 8 fois 10 puissance 8, et 10 puissance 8 au carré. C'est-à-dire 8 plus 8, parce qu'on retrouve bien une multiplication de puissance, donc du coup une addition. Donc 8 plus 8, 16, donc ça fait 10 puissance 16. Donc je reconnais une fraction, donc une soustraction, 35 moins 16. Ça fait 20, ça fait 19, 10 puissance 19. Le reste, vous le faites bien sûr à la calculatrice. Vous avez votre résultat. N'oubliez pas, on calcule une force, donc du coup c'est des newtons. On n'oublie pas le grand N. Ça c'est 1 point. Là vous avez 4 points. Ça veut dire clairement 1 point pour avoir écrit ça, 1 point pour avoir fait votre calcul à peu près comme il faut, 1 point pour le résultat, 1 point pour l'unité. D'accord? Et là, vous avez vos 4 points. Et avec ça, vous avez 25 sur 25, c'est terminé. Je ne vous demande pas de tout savoir faire parfaitement comme on l'a fait bien sûr dans ce sujet-là. Vous avez vu, globalement, ce n'est pas très difficile non plus, ça peut aller assez vite. Si vous maîtrisez bien évidemment chaque notion. Ça, c'est toujours pareil, ce n'est pas si facile que ça à faire. Avec le stress, avec toutes les épreuves d'un seul coup, faudrait évidemment revoir un petit peu tout ça. Mais bon, là, il n'y a pas grand-chose. On vous demande de faire un calcul via une formule. Et c'est 4 points pour faire ce calcul-là. Il suffit de savoir le faire. A priori, grâce aux maths, vous savez déjà le faire. Voilà pour ce sujet-là. J'espère avoir le temps d'en corriger encore un ou deux. Ce serait génial. Sinon, tant pis. Je vous souhaite bon courage. Et puis, refaites ce petit sujet-là. Éventuellement, avant mes réponses, quand vous voyez la question, mettez en pause. Ce serait peut-être mieux. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.